Lire, 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 ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Tes yeux s'illuminent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces plateaux de la littérature, un magazine lecture en arc qui vous donne l'opportunité, qui vous permet de découvrir les différentes figures de la littérature. Aujourd'hui, nous recevons Madame Elodie Ngalaka. Madame Elodie Ngalaka est une écrivaine et cofondatrice du collectif littéraire Bokutani et directrice du prix Émilie Flore. Madame Elodie Ngalaka, bienvenue dans ces plateaux de la littérature. Oui, merci beaucoup. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Merci Grâce, merci à Arc TV de me recevoir aujourd'hui et merci à tous ceux qui vont regarder et écouter. Merci. Madame Ngalaka, vous êtes patriote congolaise. Nous venons de découvrir une œuvre d'esprit qui porte le nom de Ngalaka, la Belgicaine. La vie n'est pas une poésie tranquille. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez commencé cette vie de la littérature. Par rapport à mon livre ou bien à la littérature en général? La littérature en général. En général. Alors, bon, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça remonte à très très loin. Donc, j'ai toujours eu une passion d'écrire. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une passion d'écrire. Déjà, comme on dit, en primaire, donc les petites années d'études, j'aimais beaucoup écrire. Et le fait d'aimer écrire m'a amené à ce qu'on appelle plus communément la littérature, donc à lire. Donc j'ai vraiment commencé à beaucoup lire. Donc ça c'est vraiment devenu une passion. Donc je lisais tout le temps, à toute heure. Je lisais le jour, je lisais la nuit. Quand je n'étais pas à l'école, je lisais la nuit avec la lumière du réverbère de ma chambre. Je lisais tout le temps. Et ça m'a accompagnée donc dans mon développement en tant qu'être humain, en tant que femme. Et petit à petit, j'ai continué. Et à un moment, c'est la poésie qui s'est imposée à moi. Et j'ai commencé à écrire des textes poétiques. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est mon être qui est entré dans ce chemin de la poésie. J'aimais beaucoup la musique. Et la poésie, ce sont des textes qui amènent de la musique, de la mélodie. Et je crois que c'est pour ça que j'ai été attirée par la poésie. J'avoue que j'aime énormément la musique, mais j'étais très mauvaise au cours de musique. Donc je n'ai pas appris le solfège, je n'ai pas appris tout ça. C'est un très très grand regret. On me dit qu'il n'est pas trop tard, donc peut-être que ça peut venir. J'aime beaucoup le piano et la guitare, donc on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura Ngalaka, la Belgicaine, la musicienne, qui viendra un jour. Mais voilà, j'ai été attirée par la poésie, j'ai beaucoup écrit de poésie, j'ai beaucoup lu d'œuvres poétiques. Et chemin faisant, je me suis retrouvée chez moi donc avec énormément de textes que j'avais écrits. Et les années passant, je n'avais toujours pas publié. Et mon entourage me disait mais il faut publier. Mon mari, mon premier soutien, me disait il faut publier. Ma famille me disait il faut publier. Mes oncles même, oncles et tantes qui étaient ici à Kinshasa, et je tiens à les citer aujourd'hui parce que je ne les ai pas encore cités. Donc il y avait donc Pauline Kabangou, donc ma chère tante. Il y avait Mathieu Kabangou, vraiment 2 soutiens d'ici qui me disaient toujours, quand j'ai commencé à mettre quelques textes un petit peu dans Facebook, qui me disaient mais publie ma chérie, publie. Eh bien voilà, je crois qu'ils sont heureux aujourd'hui que je sois quand même arrivée à cette publication. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Ngalaka, la Belgicaine, la vie n'est pas une poésie tranquille? Oui, alors il y a 2 pans donc dans ce titre.
Je vais commencer par La vie n'est pas une poésie tranquille. Donc quand j'ai commencé à recueillir mes textes, je me suis dit, étant donné que j'écris vraiment depuis de très longues années, je me suis dit, il faut que je limite mes textes dans le temps. Que si je prends les textes d'il y a 40 ans, bah que je limite mon recueil à peut-être les textes d'il y a 30 ou 40 ans. Donc moi, j'ai voulu être un peu plus moderne et je me suis axée sur les textes que j'avais écrits ces 10 dernières années. Donc plus ou moins 2010. À partir de 2010, un petit peu plus, j'ai commencé à sélectionner mes textes à partir de ce moment-là, parce que je voulais que aussi ma première, pas confrontation, mais mon premier contact avec le public soit un contact assez moderne. Donc qu'ils puissent se reconnaître dans ces textes où j'allais parler du quotidien que j'ai vécu ces 10 dernières années et que eux aussi ont pu vivre ces 10 dernières années. Donc je voulais vraiment que ma première œuvre soit vraiment une œuvre de contact avec le public. Et donc j'ai été puisée dans ces derniers textes, j'ai été puisée tout ce que j'avais, j'ai vu que j'avais énormément, et c'est pour ça que dans ce texte, vous voyez qu'il y a des chapitres, et c'est ces chapitres qui montrent que la vie n'est pas une poésie tranquille, parce qu'il y a des chapitres heureux, et puis il y a des chapitres moins heureux, comme par exemple dans le confinement. Dans le confinement, il y a une partie où on a vécu cette pandémie d'une façon très malheureuse, très touchée, empreinte de beaucoup de tristesse et de douleur parce que nous avons perdu des proches. Et d'un autre côté, cette pandémie, à certaines personnes comme moi, elles ont permis de se retrouver, d'avoir un moment de calme avec sa famille proche. Donc vraiment un moment presque de félicité. Et d'ailleurs, c'est ce moment de félicité de la pandémie qui m'a amené à publier. C'est à partir vraiment de 2020 que j'ai mis tout en route pour publier mon recueil. Votre ouvrage est rempli des émotions, de retrouvailles. Qu'est-ce que vous voulez partager avec le lecteur? Parce que dans votre ouvrage, dans votre voyage, vous êtes perdu d'une part en Belgique et d'autre part en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez vraiment partager avec le lecteur dans cette expérience? Voilà, et bien justement cette question amène la réponse, l'autre partie de la réponse de Ngalaka la Belgicaine. Cette question en fait la complète, parce que dans Ngalaka la Belgicaine, c'est vraiment ce que j'ai voulu partager, c'est ce que je suis, ce que d'autres personnes comme moi peuvent être aussi, parce que dans la Belgicaine, ça harmonise la personne que je suis, qui est née au Congo, à Kinshasa, et la personne que je suis, mais qui a été, je peux presque dire, je ne vais pas dire le mot déporté parce qu'il a une connotation vraiment trop profonde, mais qui a été amenée à voyager, à vivre en Belgique. Et c'est ça, donc, le Congo, l'Afrique, la Belgique a donné la Belgicaine. Mais je ne suis pas la seule Belgicaine. Il y a des milliers de personnes qui ont été aussi belgicains et belgicains comme moi et qui vont pouvoir aussi se reconnaître. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas le vécu de ces Belgicains et de ces Belgicaines parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion peut-être de pouvoir voyager. Et donc, dans mon recueil, peut-être qu'ils vont découvrir aussi ce qu'est un Belgicain et une Belgicaine, ce que sont ces personnes qui sont parties de gré ou de force, parce que certaines personnes, comme moi, c'est pas vraiment de force, mais bon, j'étais toute petite, je n'ai pas eu mon mot à dire. Donc, j'étais toute petite et on m'a emmenée à l'étranger. Et j'en ai souffert dans mes premières années de vie. Et même par après, il y avait cette souffrance qui était en moi, mais je ne savais pas d'où elle venait. Mais c'est d'avoir quitté mon pays natal. C'est comme un enfant qui est arraché à sa mère. Parfois, il peut ressentir une souffrance, mais il ne va pas savoir d'où vient cette souffrance. Et en grandissant, il va se rendre compte, mais j'avais été arraché à ma maman, etc. Il va comprendre. Ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas vivre des joies. Et donc, ma joie est dans ce titre, dans la Belgicaine que je vous fais découvrir, dans Ngalaka, qui est la contraction de mon nom que j'avais, mon nom en tant que Congolaise, Ngalaka Kanzi, mais je suis née Elodie Giskes en tant que Hollandaise. Mais dans Ngalaka Kanzi, la Belgicaine, je relie toutes mes identités. Je relie mon identité africaine, mon identité européenne, et chacun peut s'y retrouver. Quelqu'un qui a plusieurs identités va pouvoir se retrouver dans ce titre, dans ce que je vis. Quelqu'un qui n'a que, et c'est très rare aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui n'a qu'une seule identité, mais quelqu'un qui estime qu'il n'a qu'une identité, il va pouvoir aussi se retrouver dans Ngalaka Kanzi.
qui n'avait qu'une identité, qui n'était que congolaise dans sa tête et dans son corps, et qui, par le cheminement de sa vie, a eu vraiment ces multiples identités et a dû vraiment les harmoniser. Voilà, c'est donc comment on peut aussi harmoniser sa vie. J'ai vécu des joies, j'ai vécu des souffrances, mais au fil du temps, j'ai essayé d'harmoniser tout ça. Donc, je ne suis pas psychologue, mais je crois pour moi que ce livre-là, pour moi, il a été comme un outil psychologique. Donc, qui me donne ma joie de vivre aujourd'hui. Ok, vous avez expérimenté légèrement votre formation dans la littérature en Belgique, même si vous êtes né en République démocratique du Congo. Mais ce qui nous étonne, vous parlez plus un peu sur l'expérience congolaise. Dites-nous cette approche, vous l'avez eue où? Est-ce que vous étiez plutôt en face de la communauté congolaise ou il y avait quelqu'un qui vous a stimulé? On veut vraiment un peu comprendre un peu parce que vous nous donnez de l'envie, en fait, de l'espoir et tantôt vous nous laissez dans les désespoirs. Madame, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cet élan en vous? En fait, je crois que la personne qui m'a vraiment... bon, je suis née à Kinshasa, j'ai fait des allers-retours quand j'étais petite, la Belgique et Kinshasa, etc. Et j'ai toujours eu ce contact avec le Congo parce que nous sommes une grande famille. Donc ma maman, elle a eu 13 enfants et mon papa en a eu encore plus. Donc j'ai vraiment de nombreux frères et sœurs et certains sont restés au pays. Donc j'ai toujours eu ce contact avec le Congo, avec Kinshasa plus principalement, même quand j'étais en Belgique. Mais je peux dire que peut-être que la personne qui m'a fait le plus prendre conscience que tout en étant une Hollandaise qui vivait en Belgique, j'étais aussi vraiment une Congolaise. Je crois que ça a été la rencontre avec mon époux. Parce que mon époux, je l'ai rencontré très jeune, j'avais 17 ans, et mon époux, comme on dit actuellement, il est de père et de mère. Comme on dit. Voilà. Et vous également, je pense. Voilà. Il est de père et de mère, et il est kassaïen. Donc, ça m'a fait vraiment prendre conscience, parce que mon époux plutôt, on m'a fait comprendre, même dans ma famille, qu'il était kassaïen. Et donc, moi, j'étais du Bas-Congo. Mais auparavant, je ne me définissais pas comme ça. Donc, on est venu me donner une identité en plus. Donc, quand j'ai eu mes 17 ans et que je l'ai rencontré, que je suis venue ici aussi au pays pour fêter mon diplôme et après continuer mes études. Donc, en fait, j'ai pris conscience que, oui, il y avait beaucoup de culture. Il y avait beaucoup de culture au Congo. Et j'ai commencé à mieux connaître ma propre culture d'origine, parce que ma famille est originaire du Bas-Congo. Et j'ai commencé à connaître aussi la culture de mon mari, parce qu'il est du Kasaï. Et j'ai commencé à connaître aussi les autres cultures, à commencer à m'y intéresser. Donc tout ça, ça a été un cheminement très lent qui est venu un petit peu à partir de mes 17 ans. Mais en ce qui concerne la littérature, je peux avouer que la littérature africaine, la littérature congolaise, je ne m'y suis plongée que très très tard et je peux dire que c'est plus ou moins en 2020 que je me suis vraiment plongée. Non, entre 2017 et 2020, j'ai commencé petit à petit à m'y intéresser. Mais là où je m'y suis intéressée plus en profondeur, c'est en 2020. Avant, c'était pas en profondeur, c'était en écoutant les émissions où on parlait des auteurs africains. J'ai commencé à lire un petit peu. J'ai acheté un livre de Fatou Ndiom. Le livre que j'avais, le seul livre que j'avais à l'époque, c'était celui de Camaralé. Et j'avais lu quand même aussi de la poésie de Senghor. J'avais lu Aimé Césaire. Bon, je l'avais vu aussi un petit peu dans mes études. Mais donc tout ça, c'était vraiment à un niveau très, pas assez profond. Donc je ne connaissais pas assez. Et puis, c'est vrai que quand on a formé le groupe Bokutani avec d'autres personnes de la diaspora, je n'y connaissais rien et je me suis dit, il faut justement créer quelque chose pour que les personnes comme moi, qui ne connaissent pas la littérature africaine et congolaise prioritairement, puissent la connaître. Donc, depuis 2020, je me plonge vraiment
dans la littérature congolaise avec un bonheur, mais un bonheur immense. C'est vraiment... je n'arrive pas à comprendre comment j'ai vécu, comment j'ai vécu sans connaître nos auteurs congolais. Donc voilà. C'est quoi Bokutani? Donc Bokutani, à la base, donc c'est un ami qui a réuni plusieurs personnes en leur demandant il faudrait faire quelque chose pour la littérature congolaise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il a demandé par-ci, par-là, etc. Et puis, on s'est réunis, on était 9 personnes au départ, on s'est réunis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la littérature congolaise soit plus connue dans la diaspora et même des Congolais eux-mêmes? Parce que par nos voyages ici au Congo, on avait quand même remarqué que beaucoup de Congolais ne connaissaient pas la littérature congolaise. Pas seulement les Congolais qui étaient dans la diaspora, mais même ceux qui étaient ici. Et parfois, c'était en raison de leurs conditions de vie, parce que il fallait plus qu'ils pensent à manger peut-être, à s'habiller. Alors acheter un livre, comme on dit vulgairement, c'est le moindre de leurs soucis. Et tout. Donc il fallait aussi pouvoir atteindre ces personnes, leur montrer que la littérature, dans la vie de quelqu'un, ça peut être une richesse. Donc ça, c'était vraiment le premier pas qu'on a fait dans Bokutani. Et pour être bon, on ne fait rien sans être connu. Et on s'est dit, pour montrer qu'on veut soutenir, qu'on veut aider, on doit vraiment porter un grand coup. Et on s'est dit, si on réunissait des fonds pour créer un prix. Et là, le nom d'Émilie Flore Fénion a été dans les discussions directement mis un peu en avant, à savoir que Émilie Flore Fénion, non seulement est une écrivaine qui est célèbre au Congo-Kinshasa, mais aussi au Congo-Brazza, et que son leitmotiv, c'est la transmission. C'est la transmission. Et elle, c'est la transmission dans tous les arts, que ce soit littéraire, la musique. Elle a été une mécène pour la musique, l'écriture, pour les arts, les peintres et tout. Et on s'est dit, eh bien, on va lui demander si on peut créer un prix à son nom. Et donc, elle a accepté. Donc, on a d'abord créé le prix avant de créer Bokutani. Donc, on s'est focalisé d'abord sur le prix parce qu'on s'est dit, on va aider un jeune écrivain congolais, vraiment, qui a publié un livre, mais qui a dû le publier avec à la sueur de son front, donc à l'huile de coude, comme on dit, et on va l'aider, le soutenir en lui donnant une somme d'argent, c'est $1000, la somme du prix, mais aussi en le mettant en lumière. Et la première personne qu'on a mise en lumière, c'était Soraya Odia, comme activiste littéraire. On voulait montrer aussi qu'il n'y a pas que les écrivains et les écrivaines qui font quelque chose pour la littérature, mais il y a tout un pan de personnes à côté, comme vous aussi les journalistes. Voilà, je suis ici grâce à vous pour parler de littérature. Les activistes littéraires aussi sont là pour la littérature, même si eux n'écrivent pas ou n'écrivent pas encore. Peut-être vous aussi, peut-être vous allez écrire. Je ne sais pas, les journalistes aussi sont très bons en écriture. Donc, il y a toutes des personnes à côté. Donc, on a d'abord voulu vraiment récompenser l'activité des personnes donc, autour de la littérature. Et puis, donc, Soraya Odia. Et puis, le deuxième prix, donc ça, c'était en 2021. Okay. Le deuxième prix, c'était donc pour Makila, le livre Makila. Là, maintenant, c'est avec des œuvres littéraires. Mais Bokutani est né d'abord avec le prix Émilie Flore Fénion. Et après avoir créé le prix, maintenant, on s'est dit, OK, maintenant, on va faire des autres activités dans la diaspora et ici, parce qu'on a une antenne ici à Kinshasa. Donc notre responsable Kinshasa, je la cite parce que vous pouvez aller vers elle, c'est Sylvie Chibasu Zamundu. Et donc elle est ici et elle s'entoure aussi de passionnés de la littérature pour l'aider parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Elle crée des événements ici, des panels, des conférences de littérature avec des panels qu'elle va chercher, des personnes qui sont dans la littérature. Et dans la diaspora, on fait ça aussi. Donc pour que vraiment la littérature congolaise soit connue, puisse se répandre non seulement à Kinshasa et en Belgique, mais dans l'Europe, dans le monde entier, à Kinshasa, dans les autres villes du Congo et dans l'Afrique aussi tout entière. Donc notre vision, elle n'est pas petite. Il faut avoir des grandes visions pour pouvoir avancer, sinon on reste là où on est.
Vraiment. Essaie un peu de nous fixer, madame. C'est vrai que ces expériences sont de la Belgique, de la République démocratique du Congo, avec surtout ces vagues de migration. C'est comme si vous avez légèrement la tendance d'orienter les écrivains d'aller au fond de leur foi vers la Belgique avec la migration. Est-ce que vous pouvez placer quelques mots et si il y a de l'avenir vraiment en ce qui concerne la littérature en République démocratique du Congo? Alors moi, je suis très confiante. Depuis que j'ai découvert la littérature ici en République démocratique du Congo, j'ai été en contact, non, j'ai été même contactée par de nombreux jeunes, qui écrivent. Donc moi-même, j'ai été étonnée de toute cette foison de jeunes, d'écrivains en herbe qui existent ici au Congo. Mais ils ont aussi besoin de soutien. Ils ont besoin vraiment de soutien. Et pas seulement eux-mêmes, mais les maisons d'édition aussi elles-mêmes ont besoin de soutien. Éditer, c'est un coût financier. Donc, dans toute chose, on a besoin de soutien financier, on a besoin de sponsors, on a besoin parfois de subsides des autorités pour vraiment pouvoir soutenir mieux et produire plus. Nous ne sommes pas une maison d'édition. Donc, nous ne sommes pas à même de pouvoir produire tous ces jeunes qui nous contactent, qui ont écrit, qui ont des manuscrits et qui nous contactent vraiment pour pouvoir publier leurs livres. Mais par contre, nous sommes avec Bokutani, nous avons notre groupe Facebook, nous avons notre page Facebook, nous sommes quand même une plateforme qui est vue par d'autres, qui est vue par les éditeurs. Donc ce que nous essayons de faire, c'est mettre aussi ces jeunes qui écrivent, de les mettre en avant. Donc nous sommes là aussi pour les soutenir par cette façon-là. Voilà. Ok. Vous avez séjourné quand même en République démocratique du Congo à l'âge de maturité, oui. Et votre ouvrage a été présenté au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Dites-nous, quelles sont les impressions que vous laissez de la République démocratique du Congo, plus précisément avec le Centre Wallonie-Bruxelles en ce qui concerne la promotion de la littérature? En tout cas, moi, lors de mon baptême du livre, j'ai vécu une expérience incroyable. Mais cette expérience incroyable, elle est venue s'ajouter. J'étais venue début février. Il y avait la fête du livre à Kinshasa. Je suis venue début février. Et en fait, depuis début février, je vis une expérience incroyable ici à Kinshasa. Donc, je ne vis que des cadeaux. Je ne vis que des cadeaux. Ma vie, je pourrais refaire un livre en disant ma vie est un trésor. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de cadeaux. J'ai eu beaucoup les Congolais d'ici m'ont vraiment accueilli avec un grand cœur et avec énormément de bienveillance. Donc pour moi, c'est merveilleux. Je n'aurais jamais cru que ce livre, donc voilà, je l'ai mis ici sur la table, je n'aurais jamais cru que ce livre serait reçu comme ça. Okay. Donc je n'ai pu en amener que quelques-uns ici, et là c'est le dernier que j'ai, c'est le mien. C'est celui que je garde pour pouvoir montrer quand même, voilà, aux personnes qui me rencontrent, qui me disent « mais tu as écrit quelque chose », pour leur montrer quand même, c'est pas une blague, le livre est là. Mais de toute façon, une fois que je serai de retour en Belgique, je vais en envoyer, voilà, pour tous ceux qui ont déjà fait des commandes. Mais ne vous en faites pas, je vais revenir. Okay. Je vais revenir parce que le Congo est dans mon cœur. Je ne peux pas rester loin du Congo. Vraiment, votre Congo natal plutôt fait face. C'est vrai, on ne peut pas quand même en passer à cette évasion de l'armée rwandaise à travers le M23. Les femmes sont violées, les familles sont disloquées, les enfants ne peuvent pas continuer les études. Est-ce qu'il arrive de fois que vous puissiez également réfléchir sur cet aspect en tant que Congolais d'origine? Moi, j'ai versé, et là-bas en Belgique, et ici à Kinshasa, j'ai versé des larmes amères que je verse toujours quand je pense à l'Est. J'ai des personnes qui sont à l'Est, donc j'ai des personnes que je connais qui sont dans des villages, qui sont, qui sont occupés par le M23. Donc, qui sont en souffrance, donc ils ne peuvent même pas quitter leur village. Mais mes larmes amères, j'ai l'espoir. Je reste avec l'espoir.
j'ai beaucoup de douleur. Moi-même, avec les personnes qui n'ont rien dans la rue, qui me sollicitent, je donne ce que je peux et après je pleure parfois quand je vois une personne qui est peut-être en situation de handicap, quelqu'un qui n'a pas de main, qui n'a pas de jambes, qui me sollicite pour avoir quelque chose pour manger et que je n'ai plus rien parce que j'ai déjà donné à d'autres. Mais là, que voulez-vous que je fasse à part pleurer? Je pleure, mais tout en pleurant, je vois tout ce qui est fait. Je vois toutes les associations pour les orphelins, pour les personnes en situation de handicap. Je vois toutes les associations pour aider les personnes qui sont dans des camps de réfugiés, des personnes qui vivent à l'Est et qui ont besoin d'aide. Je vois tous ces gens qui aident, donc moi je sais qu'on va s'en sortir. On va se sortir de tout ça et j'espère que je serai là pour voir tout ça. C'est vraiment ce que j'espère. Madame Elodie, nous sommes presque à la fin de notre émission. Le monde entier célèbre le mois de la femme. Qui représente pour vous ces mois? Alors, ce mois de la femme, dont dedans il y a le jour aussi des droits internationaux, des droits de la femme, mais moi, il y a beaucoup de personnes qui sont contre, mais moi, je suis très heureuse. Moi, je suis très heureuse et vous savez que le Congo, je crois, est peut-être le seul pays qui a tout un mois de la femme. Les autres n'ont qu'une journée. Eh bien, moi, je suis contente parce que pendant tout ce mois, il y a plein d'actions qui sont faites justement pour mettre la femme à sa place. Et quand je dis à sa place, c'est pas à sa place parce qu'elle veut dépasser l'homme, etc. Mais mettre la femme à sa place en totale harmonie avec la personne qui l'accompagne et qui est un être humain aussi et qui est un homme. Donc, ou bien même les femmes qui veulent continuer leur vie seules, sans être accompagnées, elles ont le droit d'être à leur place. La femme, elle a le droit d'être mise sur un piédestal. Et merci au Congo de nous mettre sur un piédestal, de nous permettre de nous exprimer pendant tout un mois entier, parce que pendant tout ce mois, c'est ça qui va construire et qui va pouvoir faire continuer le combat pacifique pendant le reste de l'année. Ok, merci Madame Elodie. Quel est votre mot de la fin? Parce que nous sommes déjà vraiment à la fin. Alors, moi, mon mot de la fin, donc là maintenant, on sait que je suis une poétesse qui a publié son premier recueil de poésie. Mais j'aimerais aussi dire aux personnes que je suis aussi une déclameuse. J'aime beaucoup déclamer et j'aimerais dire qu'en tant que déclameuse, je dis souvent que je suis une performeuse de délire. Alors délire, ça veut dire dire, écrire, lire, imaginer, revivre et à la fin le S de sourire. Mes délires sont au pluriel parce que tout termine chez moi par un grand sourire. Et je suis là pour vous faire aussi sourire. Ok, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre magazine Lecture en Arc qui avait reçu pour vous Madame Elodie Ngalaka. Merci. Madame Elodie, c'est une écrivaine. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre attention particulière. Et je ne peux quitter ici sans pour autant dire merci à mon directeur général Tite Lyongi et Konkoy et à mon réalisateur Papi Fala. Et sans oublier l'entreprise Zebra Force Security. Zebra Force Security, c'est une entreprise de gardinage qui assure vraiment un bon service de gardinage. Sur ce, je vous demande, chers téléspectateurs, de contacter cette entreprise à travers la chaîne de télévision Arc-en-Ciel. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci. Lire, ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre une page, 2 et 3, puis par millions, découvre ces lettres sages, qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Tes yeux s'illuminent, ça devient très long.